intelligence artificielle et souveraineté, c'est antinomique. Donc l'intelligence artificielle n'est pas comme les autres technologies. Là, on est en train de parler d'intelligence. D'intelligence, donc il y a le propre de l'humain. Pour traiter ces données dans votre cloud souverain, Il est fabriqué ailleurs. il est fabriqué ailleurs. Donc on ne doit pas, selon moi, et à vous écouter attentivement, parler de souveraineté. Je termine. Oui. De l'intelligence artificielle au service de l'humain et au service du sociétal, c'est pas la priorité du moment. Je préfère que le débat soit autour des possibilités de l'intelligence artificielle pour faire de l'inclusion, pour faire du développement social. Ils n'ont pas commenté une stratégie existante en ce Ça a domaine. toujours été la gouvernance. Et le modèle, et le deuxième maillon faible, ça a toujours été la convergence. D'une quinzaine d'années, donc que je dis, il faut digitaliser le territoire. Septième sens, votre émission de débat dédiée à donner du sens au sens, avec comme invité aujourd'hui Awatif Hayal. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce débat Septième sens. Merci de m'avoir invité, avec plaisir. Et vous n'avez pas hésité, je le précise aussi, et vous êtes venu aussi en respectant un engagement, celui de venir à cette émission Septième sens, donc je veux également le préciser. Awatif Hayal, je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'insertion sociale, de la famille, et que vous êtes experte en Smart Cities et en intelligence artificielle. Donc tous les enjeux et les défis autour de l'IA, c'est un vrai sujet, d'autant plus avec la présentation par la ministre de tutelle en charge de la transition numérique, Amel Serrouchni d'ailleurs, qui a présenté la nouvelle stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Avec vous, plusieurs angles vont être abordés, mais peut-être un angle majeur, j'ai envie de dire, en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est un enjeu de quelle souveraineté? Pas un enjeu de souveraineté, mais de quelle souveraineté, selon vous? Écoutez, d'abord, tout le monde parle de la souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence. On parle d'abord d'intelligence. Donc, ce sont des solutions technologiques, des orientations dans le domaine de digital et au-delà, mais ce n'est pas comme ce qu'on a vu avant. Dans les innovations avant, dans les développements technologiques avant, on parlait de machines, on parlait de logiciels, on parlait de solutions qui étaient dans un axe ou dans un domaine ou dans un secteur donné. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on est parti au-delà. On est dans le domaine de l'humain. On parle d'intelligence. Donc, quand on va parler de souveraineté, ça touche beaucoup de domaines. L'intelligence artificielle se base sur la donnée, sur la collecte de la donnée, l'analyse de la donnée. Et la donnée, ça peut être de la donnée privée, ça peut être de la donnée sensible, ça peut être de la donnée de tous les domaines. Donc, et en analysant ces données, on produit cette intelligence artificielle. Donc, cette donnée, elle peut toucher la santé. Donc, on va parler de souveraineté en domaine de la santé. Elle va toucher la vie privée. Donc, on va parler de souveraineté, par exemple, sociétale. Parce que quand on parle, on connaît C'est-à-dire sur le terrain des valeurs, des croyances. Oui, quand on a les données de l'industrie, c'est la souveraineté industrielle. Donc, on est en train de parler d'une souveraineté au niveau national, dans tous les domaines. Elle est transversale. Transversale, justement, est-ce que selon vous, déjà, on peut parler légitimement de souveraineté, ou il ne faut pas parler de souveraineté, parce que beaucoup considèrent, des experts comme vous en IA à travers le monde, que intelligence artificielle et souveraineté, c'est antinomique. Parce qu'il y a quasiment très peu de pays dans le monde, notamment, y compris les États-Unis et la Chine, qui entre eux d'ailleurs se livrent une compétition technologique, mais entre eux ils sont aussi interdépendants, on l'a vu sur les puces produites par Nvidia. Donc, est-ce que là, du coup, nous, dans notre pays, est-ce que associer IA et souveraineté, faut pas considérer que il faut pas du tout les associer? Moi, je dis qu'il faut les associer. Mais il y a différentes approches. C'est-à-dire, si vous allez maintenant adopter des solutions existantes ou des modèles d'intelligence artificielle existants et vous allez les utiliser pour optimiser vos départements, vos secteurs, les métiers que vous gérez, vous n'allez pas avoir de souveraineté.
parce que les données qui vont être collectées, ils vont être stockés dans des serveurs ou dans des clouds qui sont pas chez vous, qui sont pas souverains. Donc déjà, il n'y a pas de souveraineté. Maintenant, même quand vous avez des clouds souverains et que vous stockez cette donnée dans des clouds souverains, le traitement par des modèles mathématiques qui sont dans des clouds externes fait que vous n'avez pas de souveraineté. J'irai même plus loin. Vous avez installé vos clouds, vous avez installé les processeurs et les modèles qui traitent cette donnée qui est stockée chez vous. Donc vous avez le stockage qui est chez vous et vous avez le traitement qui est chez vous. D'accord? Donc vous allez espérer avoir la souveraineté. Non, vous n'avez pas de souveraineté. Pourquoi? Parce que le chip, le composant que vous avez acheté et que vous utilisez pour traiter ces données dans votre cloud souverain, il est fabriqué ailleurs. Il est fabriqué ailleurs. Donc on ne doit pas, selon moi, et à vous écouter attentivement, à parler de souveraineté. Je termine. Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs niveaux, mais quand vous descendez dans la granularité jusqu'au chip, si vous l'avez pas fabriqué vous-même, vous n'avez pas de souveraineté totale. En tout cas, votre souveraineté est fragile. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aborde ça maintenant, est-ce qu'on peut avoir une souveraineté dans l'IA? Moi, je dis oui. Mais il faut pas adopter les solutions de grandes infrastructures et de grands équipements il faut pas adopter cette solution. Il faut aller dans l'approche que je pousse scientifiquement depuis plus d'une dizaine d'années, qui est l'approche frugale. L'approche frugale, ça veut dire je mets des infrastructures de petite taille, mais que je maîtrise et que je fabrique et sur lesquels j'ai formé des gens de chez moi et qui répondent à mes problématiques. Ce qu'on appelle un peu, ça peut être un peu une approche distribuée ou une approche incrémentale, c'est-à-dire j'ai un problème dans un domaine dans mon pays, je crée l'infrastructure pour traiter ce sujet et non pas comme les solutions qui peuvent répondre à toutes les questions du monde. Ça, c'est bien évidemment des infrastructures qu'on peut pas avoir. Donc, je conclus, oui. Si on adopte une solution de petite taille, fabriquée chez nous, avec des gens formés chez nous pour la mettre en place, stocker chez nous, là on a la souveraineté. En tout cas, on n'a pas pris ce chemin. C'est pas cet horizon qui a été tracé par la ministre de tutelle qui a présenté sa stratégie nationale à l'horizon 2030 avec les indicateurs chiffrés. Non, il faut pas dire ça. C'est pas le tracé et l'horizon qu'a pris les pays du continent européen d'ailleurs, parce qu'ils ont même reculé. Eux, ils se sont dit effectivement le cloud, on va pas mettre de l'argent sur du cloud parce qu'il y a des clouds aujourd'hui qui sont disponibles et qui peuvent coûter moins cher pour stocker la donnée publique des citoyens, des entreprises européennes, et qu'on voit bien qu'il y a deux mastodontes qui se dégagent, à savoir les États-Unis avec des géants du cloud, et également suivi de très 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 près par la Chine. Donc vous dites, nous, en fait, on doit aller à contre-courant de ce courant massif aujourd'hui et plutôt raisonner voilà nos besoins qu'on a parfaitement identifiés et on y répond par des moyens marocains. C'est ça que vous dites? C'est ça, mais ça veut pas dire qu'on fasse une rupture avec l'existant. Non, moi je suis dans une approche de co-construction jusqu'à aller vers une maîtrise de la technologie et des solutions et en parallèle travailler sur des solutions locales. Donc il y a des sujets, il y a des domaines sur lesquels le problème de la souveraineté n'est pas très critique, donc sur lesquels on peut déjà commencer à installer des choses, installer des infrastructures, à former, parce que le plus gros problème actuellement que nous avons, que beaucoup de pays ont, c'est les compétences. Le capital humain. C'est le capital humain. Pour moi, c'est pour ça que j'ai démarré dans... Plus complexe que l'accès à la technologie. Plus complexe que l'accès à la technologie. Parce que c'est pour ça que j'ai démarré en disant que l'intelligence artificielle n'est pas comme les autres technologies. Là, on est en train de parler d'intelligence. Donc il y a le propre de l'humain quand on parle intelligence. Donc, il faut moi, je ne veux pas commenter les stratégies nationales pour la simple raison que je n'ai pas eu le temps de voir dans les détails de quoi il s'agit, mais je connais
connais Madame la ministre, c'est une amie, je sais qu'elle fait du très bon travail et je lui souhaite beaucoup de réussite. Mais moi, je vous parle en tant que scientifique et je vous parle en tant que quelqu'un qui travaille dans ce domaine depuis plus d'une vingtaine d'années et qui a élaboré des approches, notamment l'approche frugale et sociale que je défends aussi depuis plus d'une dizaine d'années et je continue mon chemin scientifique pour dire voilà, il y a d'autres solutions si on veut parler souveraineté totale. D'accord. Souveraineté totale, effectivement. Donc, voilà. Alors c'est intéressant parce que je rappelle, donc vous, Awatif Haya, experte en intelligence artificielle et en smart cities. Quand il dit smart cities, dit approche territoriale, approche aussi humaine. Aujourd'hui, on le voit, on l'a vu d'ailleurs dans la nouvelle stratégie qui a été présentée par la ministre de tutelle. Il y a 2 segments, 2 blocs qui ont été identifiés. 1, l'administration publique, et 2, le secteur industriel auquel vous avez fait référence, considérant effectivement la data dans le domaine industriel, on va dire, c'est de l'or noir ou de l'or bleu, je sais pas comment on peut qualifier ça, c'est une donnée qui est stratégique d'un point de vue économique, au niveau industriel. Mais tout ce qui est territoire, tout ce qui est réalité sociale et sociétale pour permettre effectivement d'avoir de l'intelligence artificielle au service de l'humain et au service du sociétal, c'est pas la priorité du moment. Est-ce que vous dites on aurait pu mener les 2 de concert? Est-ce qu'il faut l'inclure? Je préfère que le débat soit autour des possibilités de l'intelligence artificielle pour faire de l'inclusion, pour faire du développement social. Ils n'ont pas commenté une stratégie existante parce que je ne suis pas au fait du détail de ce qui a été présenté. Ça a été présenté récemment et j'ai pas tout vu et je ne suis pas là pour commenter. Donc ça pour être clair. Par contre, je peux vous dire oui que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est transversal. Elle doit être intégrée dans toutes les politiques publiques et dans toutes les stratégies. Il faut qu'il y ait l'intelligence artificielle intégrée, comme on dit chez nous, by design. Donc, au début, de par la conception, on l'intègre. Vous parlez de développement territorial, ça c'est un sujet que je connais, notamment les villes intelligentes et les territoires intelligents. Et effectivement, là, le digital d'abord permet d'optimiser le fonctionnement d'un territoire. Quand on parle d'un territoire, on parle des ressources naturelles, des infrastructures, mais de l'humain aussi. Donc, le digital nous permet d'abord de recenser ce que nous avons. Parce que quand on est responsable de la gestion de la chose publique, la première chose qu'on fait, c'est l'état des lieux. Et pour faire l'état des lieux, si vous avez la digitalisation du territoire, c'est très facile. Ça vous permet de vous remonter la data pour que vous puissiez prendre les décisions les plus appropriées à ce territoire. Tant que vous n'avez pas l'information sur le territoire, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. C'est pour cela que je me bats depuis plus d'une dizaine d'années. Maintenant, j'ai démarré ce sujet autour de 2011-2012. Donc, maintenant, on est autour d'une quinzaine d'années. Donc, que je dis, il faut digitaliser le territoire. Chaque fois, c'est-à-dire n'importe école, n'importe quel hôpital, n'importe quelle administration, là, il faut qu'elle soit géolocalisée avec des données qui remontent à l'administration en question et d'avoir l'interopérabilité des systèmes d'information pour on peut commencer au début, on parlait du système d'information géographique, donc d'avoir une sorte de SIG du territoire. Maintenant, sans le SIG, on peut, avec la collecte de data, on peut construire ce qu'on appelle maintenant un digital twin, une copie numérique du territoire. Donc la gouvernance, dans mon projet de l'université en 2018, j'avais un axe qui s'appelait la e-gouvernance. Et justement, on ne peut pas faire de la bonne gouvernance sans qu'on ait de la collecte de la data pour optimiser la gestion du territoire ou des infrastructures que nous avons. Justement, là-dessus, on l'a vu lorsque nous avons des institutions nationales qui ont été victimes de cyberattaques. Il y a eu tout un débat qui a été amorcé, qui a un peu disparu, c'est peut-être à cause ou grâce à la CAN, je n'en sais rien. En fait, sur la gouvernance. Très souvent dans les entreprises, publiques ou privées d'ailleurs, c'est le DSI, le directeur du système d'information, qui assurait jusqu'à présent la direction et le pilotage des stratégies en matière d'informatique, en matière de data, voilà. Et en fait, il s'avère aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs à travers le monde, que c'est le CIO.
dans les entreprises privées qui doit, ou en tout cas, qui doit être sensible à ce sujet-là. Quand on parle des territoires, et un sujet que vous connaissez très bien, et vous dites d'ailleurs, ce que je ne savais pas, vous avez fait une thèse aussi là-dessus. Non, j'ai fait une thèse et j'ai encadré des thèses. Mais j'ai géré une université de 130 000 étudiants. De 130 000 étudiants. Donc, voilà. À l'échelon territorial. Voilà. Qui doit prendre le lead là-dessus? C'est-à-dire effectivement, parce qu'il y a de la collecte de la data, on doit capter la data, on doit l'analyser, on doit l'héberger, et en même temps, ce qui permettra, ce que vous disiez, écoutez, d'avoir le benchmark mondial, oui. Le benchmark mondial, c'est les collectivités territoriales. C'est les collectivités territoriales. C'est-à-dire, il faut former les collectivités territoriales, les présidents, les élus, les conseils au niveau des collectivités territoriales, pour qu'ils soient sensibilisés à cette gestion à cette gouvernance digitale, ou ce qu'on appelle de la I, mais pas de la E, c'est EI en anglais, de la e-gouvernance. Ça va faciliter, ça va nous optimiser. Et c'est en train de se faire. Hein. Les choses maintenant, elles ont évolué. Il y a eu une sensibilisation de tous les écosystèmes dans notre pays qui sont maintenant très convaincus de la chose. Et tous les jours, si je vous dis pas toutes les semaines, il y a des gens qui nous contactent, qui disent voilà, des élus qui veulent adopter cette approche dans leur territoire. Donc je suis très optimiste. Je pense que le plus important a été fait. C'était d'abord former, sensibiliser les écosystèmes. Quand je parle d'écosystèmes, je parle d'étudiants, je parle de start-up, je parle d'entreprises, de petites, de moyennes, de grandes. Alhamdoulilah, في المغرب, maintenant on a cet écosystème digital. Hein, je parle de donc et les élus eux-mêmes, ils commencent à être sensibilisés. Maintenant, il faut les former parce qu'ils veulent adopter cette approche, mais il faut les former. Donc il faut que l'université les accompagne, d'autres acteurs les accompagnent. Donc pour moi, pour répondre simplement à votre question, c'est les élus au niveau et tous ceux qui ont les élus à côté de l'État, ou c'est l'État en mettant qui met de côté les élus? Pourquoi je vous dis ça? Vous avez vu comment? Pour simplifier la chose, sans que parce que chaque pays peut choisir de quel côté mettre la gouvernance. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Moi, je parle du point de vue solution à déployer au niveau du territoire. Tous ceux qui ont la gestion de la chose publique doivent être sensibilisés et formés pour adopter cette gestion territoriale. C'est-à-dire, typiquement, pour moi, il faut qu'il y ait dans chaque commune un bureau de la Smart Territoire ou de la Smart City. Dans chaque commune. Dans chaque commune et dans chaque wilaya? Non, excusez-moi. D'abord, ça c'est parce que ceux qui ont à rendre des comptes, quand même, de par la Constitution, c'est les élus. Les wilayas, les préfectures, elles sont là pour encadrer, vous savez, je vais pas vous expliquer comment marche notre pays. Il y a une démocratie. Complètement. Il y a une démocratie, il y a une constitution, mais je sais que le ministère de l'Intérieur fait énormément de choses pour accompagner les collectivités territoriales, mais moi je place la responsabilité du côté aussi des élus. C'est parce que c'est eux que les gens c'est pour eux que les gens votent, pour qu'ils apportent un projet de développement du territoire, et à la fin, c'est eux qui sont évalués. Donc, démocratiquement, moi, je peux porter un projet de Smart City, l'autre élu, il peut dire, moi, je veux pas, et il a ses propres arguments. Donc, c'est pour ça que... J'ai parfaitement compris. Vous savez pourquoi j'ai insisté un petit peu, peut-être un peu sur ce point? Non, parce qu'il faut respecter la démocratie et la Constitution, mais il y a, je pense que actuellement, et notamment après le discours de Sa Majesté, le dernier, où Sa Majesté a parlé d'une nouvelle génération de programmes de gestion territoriale intégrés. Oui. Donc les choses, je pense. Et là, c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris le lead là-dessus. Heureusement. Donc c'est pour ça que je vous dis sur les enjeux. Parce que non, mais vous savez, il y a deux vitesses. Parfois, c'est important d'avoir ces dualités. En mathématiques, on parle de dualité. C'est-à-dire, vous avez les élus, vous avez la Constitution qui leur donne le droit de proposer un projet, de le gérer, de le décliner, mais vous avez aussi un droit de regard, un cadrage, en tout cas, une orientation qui est donnée par l'État régalien, on va dire, et ça permet justement de
lorsque les choses avancent, c'est bien. Lorsque les choses n'avancent pas, il faut donner un coup de pouce pour que ça avance. Parce que là, on a des échéances qui sont très très proches. Et si vous allez attendre que tout le monde soit formé à sa vitesse, on va perdre beaucoup de temps. Donc c'est une très bonne chose que les choses soient encadrées donc par l'État pour avancer plus vite et pour avoir aussi une équité territoriale, parce que vous avez des petites communes dans les villages ou dans le monde rural ou dans les montagnes qui n'ont pas nécessairement ni les moyens, ni l'infrastructure, ni les compétences scientifiques et techniques pour les conseiller. Donc c'est une bonne chose que les choses parfois avancent comme ça. Mais je dis c'est l'exercice de la démocratie et ça se passe. L'intelligence artificielle aussi, vous disiez récemment, en préparant votre venue et en essayant de bien préparer ma leçon, que je cite, je vois les guillemets à Watif Hayar, l'intelligence artificielle, doit servir d'abord la société, ou doit servir la société tout court, et deux, l'intelligence artificielle ne doit pas être une simple orientation technologique et se réduire à cela. Alors là, on va aller sur le terrain on va rester sur les territoires, on va rester sur l'humain, et on va aller sur l'inclusivité. On le voit d'ailleurs dans le modèle économique. Malheureusement, doit être beaucoup plus inclusif parce que, comme vous avez fait référence d'ailleurs au dernier discours du souverain de fin juillet, je ne veux plus d'inégalité. À deux vitesses. Qu'elle soit territoriale et sociale. On veut pas de Maroc à deux vitesses. Et de Maroc à deux vitesses. Donc il faut absolument réduire ce gap-là. Est-ce que selon vous, à Watif Hayar, l'intelligence artificielle peut permettre de réduire ce gap et réduire ces inégalités structurelles, qu'elles soient territoriales ou sociales? Tout à fait. Tout à fait. J'avais commencé ça quand j'étais au ministère de l'Inclusion, parce que, vous savez, l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, on peut développer ce qu'on appelle des villes augmentées ou des territoires augmentés ou de l'humain augmenté. Donc, quand vous avez des populations vulnérables, ou bien qui n'ont pas accès à la formation, ou bien qui ont des limitations pour s'épanouir ou pour se former ou pour se développer. Donc, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez accompagner ces gens. Par exemple, vous leur ouvrez des plateformes où elles vont se former et vous allez créer un agent ou des agents de l'intelligence artificielle qui vont apprendre et copier le fonctionnement ou le processus d'apprentissage de cette personne, d'accord? Et ils vont l'accompagner. C'est-à-dire, cette personne, elle est en train d'apprendre. Déjà, cet exercice d'apprentissage peut être automatisé par un agent de l'intelligence artificielle. Donc, une personne dans le monde rural, elle accède à une plateforme, il y a un agent qui la suit, elle apprend, mais elle a des difficultés. Ou bien un enfant à l'école qui apprend, mais il a des difficultés. Donc l'agent de l'IA va lui faire, c'est comme du soutien scolaire ou du soutien tout court à l'apprentissage. Et donc il va lui apporter des cours, des petites vidéos. Il va l'accompagner pour payer un agent personnalisé qui vous fait ça pour 4 millions de personnes ou 6 millions de personnes. C'est une fortune, c'est impossible. Mais avec l'IA, ça coûte pas très cher et vous pouvez le faire. Donc ces personnes, on va d'abord les accompagner pour que leur processus d'apprentissage ou leur expérience d'apprentissage soit réussie et soit accélérée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même quand elle n'arrive pas à atteindre des skills. Par exemple, une femme dans le monde rural qui veut vendre ses produits à l'international. Pour lui apprendre à parler anglais, peut-être que ça pourrait se faire, mais pour l'aider à apprendre le mandarin ou le chinois, c'est pas possible, c'est difficile. Donc, avec l'intelligence artificielle, elle peut parler arabia ou darija ou amazir, et l'IA, l'agent de l'IA fait la simultanée, et elle va discuter avec un client qui est à Shanghai ou qui est je ne sais où à travers le monde. Et donc ces compétences, elle ne les a pas, mais on les a augmentées. On a augmenté. Donc on est sur l'humain augmenté. C'est l'humain augmenté. En fait, clairement. Vous pensez, est-ce que vous avez, donc j'ai cru comprendre la conviction et la certitude qu'effectivement l'élévation de notre politique de développement humain, il faut y mettre comme centralité l'intelligence artificielle, un, et deux, est-ce qu'il ne faut pas aussi des formations spécifiques pour ces populations vulnérables d'un point de vue social sur les algorithmes, parce
qu'on voit bien aujourd'hui qu'effectivement l'IA, c'est beaucoup d'algorithmes aussi, et c'est d'avoir une bonne maîtrise en fait de cet environnement algorithmé. Voilà, ce ne sont pas les mêmes segments. Vous avez le segment de la personne qui est visée par le développement social ou le développement, je veux dire l'inclusion, c'est-à-dire c'est des personnes créer de l'activité, des revenus, qui sont dans le chômage ou qui cherchent à créer une activité et qu'on va accompagner avec cette approche de l'IA et de l'humain augmenté. Donc ça, j'ai expliqué la chose. La deuxième chose, c'est on revient à la souveraineté et à la compétence locale. Donc c'est un autre segment. Ce sont des startups, ce sont des PME, ce sont des TPE, ce sont des experts qu'il faut former pour qu'ils puissent développer des solutions. Parce que la data de ces personnes qu'on est en train de former, elle est quelque part. Soit elle est dans notre pays, soit elle est dans d'autres clouds, soit elle est gérée par des plateformes internationales. Donc nous n'avons pas la main dessus. Bon, tant que c'est de la formation, j'allais dire, c'est peut-être pas très grave, mais imaginez que c'est de la donnée sensible, notamment la donnée du territoire. Combien d'hôpitaux vous avez, combien d'écoles, où est-ce que vous avez les tel ou tel service ou administration sensible. Ça ne peut pas être ouvert à n'importe qui. Donc il faut former des compétences locales qui soient capables de développer ces algorithmes. Parce qu'il faut que les modèles mathématiques et le traitement mathématique se fassent par des compétences marocaines. Parce que du moment que c'est fait par des Marocains, bien sûr, on sait les Marocains, alhamdoulilah, ils aiment leur pays. Et là, au moins, on a une sécurité par rapport à ce que les modèles sont implémentés chez nous. Hein. Il n'y a pas que le stockage, il y a le traitement aussi. Donc, c'est un deuxième segment de capital humain qui sont les étudiants, comme j'ai dit, les experts, les startups qu'il faut former par des programmes dédiés. C'est pas un seul ministère, c'est transversal. Parce que vous allez trouver l'enseignement supérieur, vous allez trouver la formation professionnelle, vous allez trouver l'industrie, vous allez trouver beaucoup de... Et c'est ce qui se fait actuellement. C'est juste, il faut que ça soit interopérable. Il faut que ça soit un programme, pas porté par un ministère. Il faut que ça soit porté par le pays au niveau national. Par exemple, un programme Singapour. Moi, j'ai visité Singapour. J'ai été en juin 2024, je crois. J'ai été... 2025. J'ai été à Singapour et ils ont le projet Smart Nation. Smart Nation, c'est transversal. C'est une stratégie nationale. Ça dépend pas de ce parti politique ou de ce parti. C'est une stratégie nationale qui est portée par le pays et qu'on trouve partout. Donc il faut qu'il y ait une formation. Il faut qu'on tente vers ça parce que les Émirats Arabes Unis, c'est aussi la méthode et la philosophie qu'ils ont employée. La Corée du Sud également. Voilà. Est-ce que vous dites qu'effectivement nous... Bon, après ils sont partis sur l'approche des grandes infrastructures. Moi, je suis sur une approche frugale. Mais ils ont un projet au niveau national où ils ont mis beaucoup d'argent. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, mais je peux m'expliquer là-dessus. Donc, effectivement, la Chine a fait ça, l'Inde a fait ça. Il y a beaucoup de pays qui ont pris au niveau national une stratégie de l'IA qui est déclinée à tous les secteurs et qui ne s'arrête pas lorsqu'un gouvernement s'arrête. Il faut qu'elle continue après parce que c'est un engagement au niveau national. Donc, si on fait ça, ça veut dire on va identifier un segment de formation qui est celui des talents qui sont formés sur l'IA et qui sont capables de développer. Et nous avons ça. On a besoin d'un petit programme pour fédérer tous ces talents parce que les jeunes que nous avons chez nous, ils adorent le digital, ils se forment tout seuls. Donc, c'est des formations qu'on peut rajouter. Voilà, pour qu'ils soient nous, le maillon faible, ça a toujours été la gouvernance. Et le deuxième maillon faible, ça a toujours été la convergence. C'est-à-dire que par rapport effectivement à tout ce que vous avez développé, qui a du sens, et merci de le partager dans cette émission 7e sens d'ailleurs, sauf que les deux points d'interrogation aujourd'hui, qui restent des points d'interrogation me semble-t-il, c'est quel type et quel modèle de gouvernance et quelle dynamique en matière de convergence. Est-ce que là, se dire, voilà, est-ce qu'il faut... En plus, on est dans une année 2026, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, électorale, avec un scrutin, il y aura nécessairement un changement d'exécutif dans les prochains mois, différents acteurs aujourd'hui qui sont dans les territoires, qui ont été déployés, avec une redistribution, vous le disiez, des cartes. Le seul but, c'est que d'aller à la même vitesse et d'avancer. Ça, je vous l'accorde, mais quel modèle de gouvernance et quel modèle aussi, ou quelle dynamique de convergence est-ce que selon vous
c'est les deux impératifs pour permettre de réussir effectivement à faire de l'humain un humain augmenté et faire en sorte aussi à ces deux catégories de population, celles qui sont dans la recherche de revenus et de pouvoir avoir une ouverture sur le monde extérieur aussi et de créer eux par eux-mêmes leurs propres revenus, et les populations sociales défavorisées d'avoir Moi je pense que vous avez identifié les deux briques, on va dire, nécessaires, parce que nous avons la vision, c'est la vision de Sa Majesté l'Ensro par rapport à l'état social, par rapport au nouveau modèle de développement pour un Maroc innovant, inclusif, durable, etc. Donc on a tout le cadrage nécessaire. On a une constitution qui nous pousse et nous impose à l'équité territoriale, à l'accès à l'éducation, et à tous ces droits importants. Et nous avons des compétences. Qui sont, moi je le dis, dans toutes les villes où je vais, il y a des compétences, il y a des jeunes, je donne des conférences, je vois qu'il y a des compétences qui sont prêtes à être activées. C'est-à-dire, il leur faut un petit chouïa, un petit plus. Sur le bouton. Voilà, pour ce que j'appelle une activation layer, pour qu'ils deviennent opérationnels. Donc c'est possible. Maintenant, il faut la gouvernance, c'est-à-dire il faut un projet fédérateur au niveau national et qui ne cible pas tel ou tel secteur, qu'il soit transversal. Après, on va le décliner au niveau de chaque secteur. Mais pourquoi transversal? Parce qu'on va avoir cette interopérabilité. Chaque secteur, il va remonter son dashboard, et c'est une interopérabilité de dashboard pour avoir un dashboard global. Alors comment, pour revenir à l'humain, comment arriver à ce dashboard global? Alors imaginez que dans chaque commune, vous avez un dashboard qui vous dit juste شحال عندك د الناس وشنو هما les compétences ديالهم وشنو هما les formations اللي عندهم. Par exemple, excusez-moi, j'ai basculé sur l'arabe. Donc vous avez dans chaque commune, on leur impose comme cahier de charge de la commune d'avoir un dashboard. Donc ce dashboard nous dit déjà quelle est la population de cette commune, quels sont les niveaux de formation de cette population, et l'analyse de données nous dit quels sont les problèmes donc au niveau d'une commune, ça remonte au niveau d'une province, ça remonte au niveau d'une région, et ça remonte au niveau national. Donc vous allez avoir cette gouvernance digitale, si vous voulez, vous permet d'avoir la donnée d'abord, et elle vous assure la convergence. Parce que si tous ces petits bureaux, si vous voulez, dans les territoires, ils ne sont pas, ils sont pas des électrons libres. Ils sont interconnectés parce que nous avons un système d'information global qui nous permet d'avoir cette collecte. Et donc, si vous avez cette data, vous allez sortir tous les mappings. Le mapping de l'éducation, le mapping du social, le mapping, quelle est la carte de l'éducation, quelle est la carte de la santé, quelle est la carte du social, quelle est la carte de l'industrie, quelle est la carte de l'agriculture, quelle est la carte. Donc, vous avez tout. Vous avez tout. Et puisque vous avez les informations, et vous avez peu d'argent, vous n'avez pas beaucoup d'argent. En tout cas, des moyens limités. Vous allez orienter vers les priorités. Tant que vous n'avez pas cette image, cette photocopie ou ce digital twin, sans aller vers la construction d'un digital twin 3D, parce que ça consomme beaucoup d'argent et de ressources, mais déjà, mais déjà, on peut avoir des digital twins allégés, une copie du territoire. À ce moment-là, avec le peu d'argent que vous avez, vous dites voilà mes priorités, et vous orientez et vous avez un dashboard qui vous remonte les résultats. Parce que si vous dépensez et vous n'avez pas de retour sur les dépenses, est-ce qu'ils ont créé de l'impact ou pas, c'est comme si, comme disent le Maghariba, donc intelligence artificielle, pour rester un peu dans la température, l'atmosphère ambiante au niveau du football. Alors, je sais pas si Awatif Hayal, elle aime le sport, elle aime le foot en particulier. Elle était devant son petit écran. Je suis Kazaouia, donc j'aime le foot. Je vais pas dire, quand même ils le savent, mais je vais pas le dire ici. J'aime le foot. J'ai joué au foot moi quand j'étais. Ah, vous avez joué au foot. Voilà, j'ai joué sur les plages de Casa, de Nahla, la plage Pamplandin. Bon, voilà, je suis une Casablancaise. Voilà une révélation d'Awatif Hayal. On lui pose une question sur le foot. Je devais m'imposer et exister. Donc, j'ai dû jouer au foot sur les plages. Donc, ça veut dire qu'Awatif Hayal, du coup, elle a un avis. Bon, après, je ne suis pas au détail, mais j'aime bien. Pas experte, mais en tout cas, vous avez un avis, un retour d'expérience sur le football, parce que il y a eu malheureusement cette défaite face au peuple frère.
le Sénégal et les Sénégalais, c'est où malheureusement nous avons perdu. Ça s'est fini, c'est bizarre. Une fin un peu spéciale, avec effectivement des regrets aussi exprimés par Walid Regragui en disant qu'effectivement une équipe et des joueurs qui quittent le terrain brutalement pour rejoindre les vestiaires. Voilà, le sélectionneur d'ailleurs sénégalais après coup a regretté effectivement d'avoir lui incité ses joueurs à rejoindre le vestiaire. Bon bref, tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu ce penalty Panenka, c'est comme ça qu'on dit au foot, loupé, voilà, de Brahim Diaz, mais qui finit quoi qu'il en soit meilleur buteur, et beaucoup de Marocains et Marocaines ne lui en veulent pas parce qu'il a réalisé aussi une compétition exemplaire. Est-ce que vous avez une appréciation générale sur cette CAN et cette finale Maroc-Sénégal? Écoutez, je vais vous étonner. Moi, je suis déçue comme tous les Marocains, bien sûr, parce qu'on suivait les Lions de l'Atlas et on était vraiment passionnés pour qu'ils gardent cette coupe chez nous. Il la mérite, moi je pense il la mérite, mais je vais vous étonner. Je sors avec une note positive. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu cette émulation collective et cette fusion de sociétale qui a eu lieu entre les Marocains, tous les supporters, même les Marocains tout court, les joueurs, on a vu le Prince, cette ouverture extraordinaire, le suivi, tout le monde. Donc et on a vu tous les médias du monde, tous les influenceurs, les grandes stars sont venues, donc ça a fait un rayonnement extraordinaire du Maroc qui est une grande nation, une nation millénaire, mais tout le monde a dit waouh. En plus, alhamdoulilah, on a eu la pluie, on a eu la neige, et donc les gens ils ont dit est-ce que c'est ça le Maroc? C'est de très belles infrastructures, quand même, c'est des infrastructures de sportives de très très haut niveau, c'est un niveau mondial. Il y avait la neige, il y avait le soleil, on allait dans le désert. Donc cette diversité du territoire, c'est une richesse que le monde a découvert. La gentillesse des Marocains, parce que la richesse du Maroc, c'est les Marocains, la gentillesse, les gens qui accueillaient tout le monde avec le sourire. Et donc, moi, je pense que si on avait à payer une promo pour le Maroc, on n'aurait pas réalisé ces résultats-là. D'ailleurs, on l'a vu lors de la demi-finale en Coupe du Monde au Qatar en 2022. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, c'est cette CAN-là qu'on a gagnée. Vous dites que c'est la CAN du soft power. C'est la CAN des cœurs. De l'intelligence humaine, c'est humaine, et la CAN des cœurs, la CAN de l'intelligence humaine, cette soft power, justement, on l'a gagnée. Moi, j'ai eu des échos du monde entier, parce que j'ai des amis à travers le monde, et hier, ils m'ont envoyé des messages en me disant, mais vous étiez les meilleurs, vous étiez bons. Je parle pas du match d'hier, hein. Ils me parlent de l'organisation. Depuis le début de la compétition. Voilà, depuis le début donc sur ce volet, moi, je suis très positive. Je pense qu'on a beaucoup gagné, et que si on n'avait pas organisé cette CAN chez nous, dans ces très bonnes conditions, on n'aurait jamais fait ce wow au niveau mondial qui va avoir des retombées extraordinaires sur le Maroc. Ça, c'est la première chose. Sur le plan, je dirais, investissement, sur le plan touristique, sur tous les plans. La deuxième chose, je vais dire que je ne suis pas une spécialiste du foot. Donc, je ne vais pas me prononcer sur le match qui était bon, qui n'était pas bon, etc. Tout ce que je peux dire, c'est que les Lions de l'Atlas se sont battus. Avec les moyens qu'ils avaient, ils se sont battus, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes, et je tiens à les remercier. Et Sa Majesté l'Insro a envoyé une lettre de félicitations aux Lions. Ils méritent vraiment, parce qu'on a vu leurs larmes, on a vu leurs pleurs. Ils méritent notre respect. Ils méritent notre collectif. Respect, largement. Maintenant, la troisième chose, et je vais m'arrêter là, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Donc, il faut que le Maroc, nous sommes un pays de droit, nous avons le droit de demander aux fédérations responsables, c'est-à-dire la FIFA et la CAF, d'appliquer le règlement et les sanctions si nécessaire. Le président de la FIFA s'est exprimé là-dessus en disant que parce que ce n'est pas normal qu'il y ait un retrait en plein match. À ce moment-là, s'il y a un retrait, il y a un règlement qui s'applique tout simplement. Et il y a un règlement qui est prévu. Il y a un règlement qui est prévu, et ce n'est pas normal qu'il y ait cette cacophonie et ce désordre et ces accrochages d'ailleurs aussi en tribune. Et ces mouvements de supporters qui étaient inadmissibles.
inadmissible. C'est pas ça le foot. Le foot, ça doit être un plaisir. Si c'est pour ça, en plus il y avait des familles, il y avait des enfants, imaginez que ça aurait débordé. Moi, je pense, alhamdoulilah, ça, on a terminé en beauté, tenant compte des conditions qu'on avait. Et ça, moi, j'aimerais que mon pays fasse le nécessaire par rapport à l'application de la loi, tout simplement. S'il y a des gens qui étaient impliqués dans des débordements et qu'il y a la loi qui encadre ça, il faut appliquer la loi. Voilà. Et la dernière chose, malheureusement, malheureusement, on a dès le départ, on a malheureusement une campagne méchante de dénigrement qui était adressée contre le Maroc, et là les voisins, ils y sont pour quelque chose, et moi je trouve que c'est injuste, et je pense que le Maroc, j'ai lu sur des réseaux sociaux, non, il faut tourner le dos à l'Afrique. Non, il faut pas faire la chaise vide. Il faut au contraire, il faut aller dans les instances, il faut qu'on soit impliqué partout, parce que c'est notre devoir, c'est notre continent. On va pas se couper de notre continent. Et il faut qu'on soit partout pour qu'on gagne tout le monde. Il faut qu'on gagne tout le monde à notre cause. Nous avons tout. Donc il faut gagner l'Afrique, parce que ce sont nos frères et nos sœurs, malgré tout ce qu'on dit. S'il y a des problèmes, il faut les aider. Par contre, c'est inadmissible. Je ne sais pas si on peut appliquer la loi par rapport à ce qui a été fait par les voisins, parce que c'est pas normal. Avant que la CAN démarre, il y a une campagne de dénigrement tout au long. Donc ça c'est structuré quand même. Certains vous diraient, en tout cas, c'est à charge de revanche, et ça sera certainement retenu sur les agendas de nos décideurs dans la perspective de la Coupe du Monde 2030. Voilà. Et là, ça sera pas la CAF, ça sera la FIFA. Voilà. Merci Watif Hayal. Alors c'était intéressant, parce que je vous cache pas que j'avais prévu effectivement d'avoir un maximum de valeur ajoutée vous concernant sur tous les enjeux intelligence artificielle au niveau social, sociétal et humain au sens large, mais j'avais pas du tout prévu d'avoir aussi Watif Hayal, non pas experte en IA, mais en tout cas passionnée par son pays, qui a joué au football et qui avait un avis aussi qu'elle a décliné en 3 priorités, en 3 déclinaisons sur la CAN, et puis tout ce qui s'est passé lors de la finale. Alors pour l'IA, je voulais, si vous permettez, en 1 minute rajouter quelque chose. C'est qu'on parle de l'IA, l'inclusion, j'ai développé et tout, mais je vais développer, j'essaierai en une minute, une orientation scientifique que je porte au niveau mondial. Et là, c'est le Maroc qui porte ça à travers notre équipe de recherche. C'est l'IA, c'est Social AI. Et ce n'est pas l'IA inclusive uniquement. Il faut savoir que dans le futur, on va avoir les machines et l'intelligence artificielle qui va prendre la main sur toutes les décisions. Et donc, c'est notre responsabilité, cette fois-ci en tant qu'humains, de développer des algorithmes qui vont bloquer cette IA et l'encadrer et l'empêcher de prendre le dessus sur l'humanité. Donc, c'est ce que j'appelle toujours l'intelligence augmentée ou bien l'intelligence hybride. Je parle d'une intelligence hybride, c'est-à-dire dans les algorithmes, dans les modèles que nous allons développer. Et là, on a créé un collectif porté par l'Université Mohamed VI Polytechnique avec l'Université Hassan II de Casablanca, l'Université de Stade, l'Université de Rabat. Il y a beaucoup d'universités au Maroc, Meknès, Tanger, Agadir. Il y a quasiment toutes les universités, l'UIC. Je vais pas citer tout le monde parce que je vais oublier, mais en tout cas, c'est c'est un collectif d'universitaires. Nous travaillons ensemble pour créer des compétences locales dans les universités, pour créer des infrastructures frugales de l'IA dans les universités, et aussi pour développer des modèles mathématiques qui non seulement soient marocains, mais soient dans cette orientation d'intelligence hybride, humaine et artificielle au service de l'humanité. C'est pour ça quand je dis IA, artificial intelligence, moi je dis augmented intelligence. Donc plutôt sur l'intelligence, sur l'intelligence humaine augmentée. Exact. Merci infiniment, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'ailleurs. Watif Hayal, donc merci infiniment à vous. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Inch'Allah, à très bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.